Bonjour Mickaël, Bonjour Jérôme. merci de participer à cet échange sur le métaverse. On rappelle que tu es en charge des activités d'Azerion. Tu peux rappeler ton titre et ton périmètre d'activité? Oui, alors je suis vice-président des opérations pour Azerion au niveau global et je m'occupe également de la France. Donc je suis country manager. Alors, Azerion, un groupe européen qui dispose d'un fort historique, d'une forte légitimité dans l'univers des jeux vidéo et de ce qu'on appelle déjà le métaverse. Est-ce que tu peux revenir sur son historique, notamment nous parler de Habbo Hotel, qui a déjà plus de 10 ans? Tout à fait. Donc Azerion possède en fait plusieurs jeux, plusieurs applications, mais également en fait plusieurs titres, ce qu'on appelle nous du gaming social, où on interagit justement avec d'autres joueurs. Et on a racheté en fait une société qui s'appelait Soulaké, qui était propriétaire d'Habbo Hotel, qui a ensuite également lancé un autre jeu qui s'appelle Hotel Hideaway. Donc on a finalement deux métaverses, donc ce sont deux mondes virtuels. Et il y a 2 ans, on a également fait l'acquisition d'un autre site qui s'appelle Woozworld, donc avec une grosse activité aux US. Et en fait, c'est le même type de jeu où en fait des internautes interagissent entre eux. Dans Hotel Hideaway, vous avez votre propre chambre, vous pouvez l'aménager comme vous voulez. Ce sont en fait des espaces de chat. Vous pouvez interagir avec d'autres internautes et tout ça en fait sous forme d'avatar. On peut partager quelques chiffres sur ces environnements parce Oui, que si on ça attire combine. beaucoup de monde, hein. Alors, ça attire beaucoup de monde, ça fluctue en fonction des sites, et ce sont des populations différentes. Par exemple, Habbo, c'est une population qui est relativement jeune. Il y a quelques années, je pense qu'au début des années 2000, il y avait beaucoup d'utilisateurs. On était peut-être à 20 millions, ou enfin plutôt 10 millions d'utilisateurs par mois. Ça a baissé en fait. Il n'y a plus le même engouement qu'on pouvait avoir auparavant, mais il y a en fait toujours des irréductibles et il y a toujours du volume. On a aussi une stratégie d'acquisition sur ces logiques-là, donc on arrive à faire évoluer tout ça. Et si on regarde en fait le nombre d'inscrits, donc je ne parle pas forcément d'actifs, mais le nombre d'inscrits sur les trois univers que je viens de définir, on a à peu près plus de 360 millions d'inscrits, donc utilisateurs dans ces mondes virtuels. Après, si on regarde, ce qui nous intéresse au-delà du nombre, c'est aussi le temps passé dans ces environnements-là. Et on se rend compte en fait qu'un internaute qui va être justement dans cet environnement-là de monde virtuel va passer plus de 120 minutes par jour à interagir avec d'autres internautes, vraiment à vivre son expérience. Donc c'est assez intéressant de se rendre compte en fait le temps passé dans ces environnements-là. Alors, ce sont des environnements qui sont principalement des environnements médias. Comment se fait la monétisation par Azerion? La première brique, c'est, j'imagine, la publicité? Alors on fait deux choses. Il y a une brique publicitaire, mais il y a également tous les achats en fait in-game, pouvoir s'acheter des objets pour son avatar ou ce genre de choses. Donc ça représente quand même une part significative des revenus. On est vraiment, c'est le modèle de tous ces jeux freemium. Finalement, le jeu est gratuit, mais on va upgrader en fait son personnage ou son expérience en achetant des biens virtuels. Et ensuite, il y a toute la partie publicitaire. La partie publicitaire, elle est différente de ce qu'on peut avoir sur des jeux de casual gaming ou autres. Par exemple, sur du casual gaming, on va plutôt avoir des approches de rewarded vidéo. Enfin, voilà, ce sont des expériences publicitaires classiques qu'on peut avoir sur nos devices PC ou mobiles qu'on va venir diffuser. Alors que dans les environnements type, appelez ça métaverse, donc tout ce qui est tous ces mondes de réalité virtuelle, on a une expérience publicitaire qui est totalement différente. La pub, en fait, elle vient être totalement intégrée dans l'expérience du joueur. On n'a pas une démarche intrusive ou agressive. Vraiment, l'idée, c'est de venir positionner, c'est de l'événementiel, en fait. On va venir positionner la marque comme on pourrait le faire avec une animation dans un centre commercial ou ce genre de choses. C'est vraiment ça, en fait, qu'on met en place. Donc, c'est vraiment les équipes spécifiques qui vont vendre plutôt à des annonceurs qui ont des envies de faire du branding ou des opérations spéciales. Et on va aller vendre ça, en fait, à un niveau européen pour pouvoir justement avoir beaucoup de volume. Donc, on On, travaille… Oui, pardon. on peut donner des exemples justement d'opérations spéciales avec des marques qui ont joué le jeu et qui ont créé des contenus spécifiques pour Bien ces mondes sûr, virtuels. on fait pas mal. Je parlais d'expérience et c'est ça qui est important. Euh, on va créer des événements, par exemple des concerts. Donc, on a des mécaniques de concerts live. L'idée, c'est de faire en sorte d'avoir beaucoup en fait, d'internautes au même moment. On est dans une logique de reach, donc de pouvoir créer un événement pour pouvoir fédérer un maximum d'internautes
et on va venir en fait sponsoriser ces événements par une marque. Donc aujourd'hui, on le fait beaucoup avec donc, des marques de vêtements. Donc tout ce qui est fashion, tout ce qui est produits de beauté, ça pourrait aussi marcher avec de l'automobile, ce genre de choses. On ne l'a pas fait pour l'instant. Mais pour l'instant, en fait, nos principaux annonceurs, c'est de la beauté. Ça peut être également du luxe. On a des discussions sur du luxe. Et donc, on crée un live. Les premiers lives qu'on a créés il y a un peu plus d'un an réunissaient plus de 100 000 internautes. Et ensuite, ben, ces internautes-là, on en revient toujours, encore une fois, dans le tunnel de conversion. Hein, Ouais, on va Ok. y venir, hein. Mais en tout cas, sur cette partie purement branding, on est plutôt sur de l'opération spéciale ou est-ce qu'on peut aussi faire à l'impression, au CPM? Parce que j'ai vu que vous avez lancé aussi une place de Alors, marché programmatique, donc on peut retrouver des métriques traditionnelles pour le secteur de la il y a deux publicité mécaniques digitale. différentes. Hein. Vraiment, quand on va être dans cette logique de monde virtuel, ce qu'on peut faire pour une marque, c'est on va créer une boutique, après qu'il y ait de la vente ou pas, ou on peut créer un shop spécifique. Par exemple, on pourrait créer une boutique pour une marque de nourriture sans vendre les produits, mais juste pour créer des expériences, voilà. Ou un shop, ou créer des défilés pour une marque. On peut créer un événement avec un défilé où on va mettre les modèles sans qu'on puisse les acheter, mais voilà, on peut créer en fait ce type d'expérience. Dans le métaverse, on va traquer, alors on ne va pas traquer les impressions, là, on va finalement pouvoir traquer le nombre d'interactions qu'il y a eu, le nombre d'utilisateurs qui sont entrés dans le showroom, par exemple, ou dans la boutique. Et puis, mécaniquement, derrière, comme on traque tout, on est aussi capable de traquer les ventes, qu'elles soient digitales ou virtuelles, pardon, ou de produits concrets. On peut rentrer avec une mécanique de bons de réduction, ce genre de choses. Alors, Azerion a lancé une place de marché, c'est-à-dire que votre ambition, c'est non seulement de monétiser vos mondes virtuels, vos jeux vidéo, mais également peut-être ceux de partenaires tiers. Exactement, bah, on le fait déjà. Hein. Là, on a signé par exemple un partenariat avec une société qui s'appelle Bitstack, donc qui monétise en fait pas mal de jeux vidéo. C'est ce qu'on appelle des titres triple A, donc c'est des licences. Donc on est capable de le faire chez nous et à l'extérieur. C'est vraiment cette logique-là. Et on a créé également un partenariat avec Mediamat, qui est un DSP, pour pouvoir justement créer une offre spécifique liée au gaming. Gaming au sens large, puisque comme je viens de le dire, on peut avoir du casual gaming, du triple A ou des mondes virtuels. Alors, on a parlé plutôt haut de funnel, hein, et branding et notoriété. Si je comprends bien, il y a aussi beaucoup de choses qui vont se faire dans la vente, hein, de biens, notamment des biens dématérialisés, hein. C'est l'autre gros pilier de monétisation de ces environnements. Exactement. Et c'est pour ça qu'on travaille très bien ou que ça intéresse en fait beaucoup les marques de mode. On a par exemple une marque de vêtements qui s'appelle Baller, qui est assez connue en fait dans les Nordiques. Et en fait, avec cette marque-là, on a mis en place une boutique avec les vêtements. Donc, vous avez les vrais vêtements dans la vie réelle, hein, et on a dupliqué en fait ces vêtements-là au sein d'Abo. Et on a finalement vendu plus de 700 000 biens virtuels depuis le lancement de cette opération. Donc finalement, ça marche assez bien et vous retrouvez des avatars qui ont les t-shirts, les casquettes de la marque, comme ce que vous pourriez avoir en fait dans la vie réelle. Le sujet métavers intéresse aussi beaucoup les marques de mode, les marques de luxe, etc. Puisque finalement, à un moment donné, l'avatar n'est trop que le reflet de soi-même. Voilà, c'est l'image qu'on veut donner en fait dans le monde virtuel. Et donc, mécaniquement, on va vouloir l'équiper, l'habiller et le rendre à notre image. Donc, on vient effectivement, grâce à ça, on rentre dans cette logique d'e-commerce, donc de vente de biens virtuels. La plupart des joueurs ont l'habitude de toute façon d'upgrader le personnage en achetant des options. Donc, autant que ces options, elles soient brandées avec une marque. Et ça permet en fait de générer des revenus pour la marque et de différencier son avatar des autres avatars. Oui, puis on a vu il y a quelques jours Nike, hein, je crois, investir dans ce sujet un peu à la croisée des NFT, des métaverses, Exactement. etc. C'est le sujet, hein. Il faut que les marques contrôlent quelque part la distribution des biens virtuels à leur image, hein. Exactement. On voit aussi de la spéculation immobilière, par exemple sur The Sandbox, il y a des gens qui se ruinent pour acheter des villas à côté de celles de Snoop Doggy Dogg. C'est étonnant, mais c'est aussi un truc qui pourrait vous inspirer pour vos propres plateformes. Alors, ça repose beaucoup aussi sur les logiques de NFT, ce genre de sujets, etc. C'est des sujets qui sont nouveaux, qui sont aussi parfois dans une zone grise, on va dire.
Donc, c'est des sujets qu'on regarde parce qu'en fait, tu as une logique de tout ce qui est play to earn qui commence à arriver sur le marché. L'idée, c'est de pouvoir finalement faire en sorte que le joueur, en jouant, gagne, mais plus que des points. Et donc, il y a une vraie vague là-dessus. En creusant, tu te rends compte qu'il y a vraiment des business intéressants avec des business à partir du moment où tu as des logiques de play to earn, tu as des sociétés qui vont créer des équipes, donc des squads, et ces équipes vont aller jouer au jeu pour générer du revenu. Donc, tu as vraiment des business models intéressants. Là, sur la partie immobilière, effectivement, tu as de la spéculation. Moi, j'ai des amis qui ont lancé une société qui s'appelle Verse Estate, et donc c'est de designer des lofts et des appartements et de les vendre sous forme de NFT. Donc, il y a vraiment toute cette logique. Après, où est-ce que ça nous mènera? Oui, tu as employé le mot spéculation. Voilà, on sait que ça reste des business risqués pour ceux qui Exactement, faut pas y exactement. jouer sa chemise, en tout cas. Ouais. Est-ce que les annonceurs, les marques peuvent aussi faire du commerce électronique traditionnel? Parce qu'il y a beaucoup d'annonceurs qui veulent générer du trafic en point de vente, qui veulent peut-être vendre des biens par e-commerce traditionnel, on va dire. Est-ce qu'il y a aussi un potentiel de ce point de vue-là? Oui, oui, tu peux créer des ponts. Je te donne quelques exemples. Tu peux très bien, en fait, dans ton monde virtuel, pouvoir passer des commandes pour te faire livrer des courses. Par exemple, tu es dans ton village et puis tu te dis, ah ben, il faut que j'aille faire mes courses. L'idée, c'est de te garder, en fait, dans le jeu. Donc, en fait, il suffit que tu passes à l'épicerie virtuelle, tu passes ta commande et ça passera la commande en réel et puis tu te feras livrer. C'est une des logiques qu'on peut mettre en place. L'idée, c'est vraiment de créer un pont entre le online et le offline. Alors en tout cas, effectivement, tu le rappelles, c'est un concept qui est déjà assez ancien, qui a même plusieurs décennies, hein, pour être honnête, et qui est super à la mode là, depuis quelques semaines, quelques mois. C'est le buzzword du moment ou c'est vraiment une tendance de fond, tous ces concepts, hein? Alors, bon, il y a quand même un peu de buzzword. Voilà, faut pas se mentir, puisqu'aujourd'hui, Euh, bon, alors, c'est des choses qui existent déjà. Hein, on n'est plus dans l'ordre du concept. Voilà, il y a quelques années, Second Life existait. Alors, même s'il n'y avait pas à l'époque les technologies qu'on peut avoir aujourd'hui avec tout ce qui va être enfin, les casques de réalité virtuelle ou réalité augmentée. Donc, je pense que d'un point de vue technologie, aujourd'hui, on est beaucoup plus équipé. Donc, on peut offrir en fait une meilleure expérience aux utilisateurs. Après, est-ce qu'aujourd'hui, je ne sais pas s'il y a je sais pas s'il y a beaucoup, encore une fois, d'utilisateurs. Hein, c'est tout nouveau en réalité. Ou alors, sinon, tu vas simplement t'approprier une audience qui était déjà là. Je reprends l'exemple de Fortnite. Fortnite, c'est avant tout des joueurs. Et si c'est de dire, bah, ces joueurs-là, ces centaines de millions de joueurs sont déjà dans le métaverse, oui, mais en fait, on essaie juste de faire entrer des choses dans les cases. Voilà. En fait, je pense Alors, qu'aujourd'hui, oui. alors, justement, ça serait quoi ta définition du métaverse? Parce que c'est un terme qu'on emploie souvent au singulier, un peu comme le web, comme si c'était un standard pour la 3D et les jeux vidéo. En réalité, tu l'évoques, c'est des wall gardens, c'est des grandes plateformes qui sont plus proches de l'industrie du jeu vidéo des années 80 avec les consoles que de ce qu'on a connu avec le web. Ce sera les Exactement. métaverses. Ouais. Exactement. Il y a ce concept de métaverse qui finalement vient à résumer un monde, un monde virtuel dans lequel tu vas évoluer. Mais effectivement, aujourd'hui, tu n'as pas de lien entre les différents mondes. Voilà, donc tu vas être connecté sur différents métaverses. Quand je suis sur Abo, je ne suis pas sur Woozworld, je ne suis pas sur Fortnite, je ne suis pas sur Roblox. Et en fait, l'idée, c'est d'avoir, je ne suis pas sur Sandbox. L'idée, c'est d'arriver à créer des ponts, en fait. Donc, est-ce qu'à terme, il y aura des ponts? Potentiellement, oui. Ou du moins, il y aura des ponts entre tes biens. Par exemple, demain, justement, avec cette logique de NFT, si tu as acheté un t-shirt pour une marque, peut-être que tu pourras le porter dans tel métaverse, enfin dans les différents métaverses. Mais c'est encore prématuré. Je pense que tout est en train de se construire. Il y a encore un an, personne ne parlait de métaverse.
Donc, c'est un sujet qui est vraiment en train d'évoluer au quotidien. Et peut-être une dernière question, est-ce qu'à terme, les lunettes, qu'il s'agisse de lunettes de réalité augmentée, de réalité virtuelle, est-ce qu'elles vont faire de l'ombre au smartphone ou est-ce que finalement, elles ne vont pas tout simplement s'inscrire dans la continuité et des lunettes ou un masque, c'est un smartphone qu'on porte à l'horizontale près de ses yeux? Alors, je n'ai pas pensé pas pensé aussi loin. Aujourd'hui, moi, par exemple, j'ai un casque Oculus. Donc, c'est assez intéressant, c'est assez prenant. Par contre, aujourd'hui, c'est beaucoup trop gros, effectivement. Je pense que j'ai jamais essayé en fait des lunettes. Donc, il faudrait voir. Je pense que la technologie, effectivement, nous permettra à terme d'avoir des lunettes classiques et puis pouvoir avoir. Donc, on ne sera pas dans une logique de réalité virtuelle, mais plutôt de réalité augmentée. Voilà, pour les plus jeunes d'entre nous qui regardaient des dessins animés comme Dragon Ball Z ou ce genre de choses, tu pourrais avoir tes petites lunettes avec les informations. Pour les motards, aujourd'hui, il existe déjà des casques en fait intégrés avec le GPS dans tes voitures. Donc, demain, aller vers une meilleure intégration sur un device lunette, oui, mais on sera dans une logique de réalité augmentée. Super, merci en tout cas, Mickaël, pour ce témoignage. Et on rappelle que tu es aux commandes d'Azerion, le champion européen du métaverse. On va changer le slogan de la boîte. Merci, Jérôme.